Bonsoir. Nous y voilà enfin. Ce soir, le 27 avril 1995, après une savoureuse mais longue saison régulière, débutent enfin les NBA Playoffs. 4 matchs bien épais sont au programme. Hop hop hop, ne perdons pas une minute et dirigeons-nous à la Market Square Arena d'Indianapolis, où les Pacers, véritable épouvantail de la conférence Est, champions de leur division, affrontent les sympathiques Hawks d'Atlanta. Hasard du facétieux calendrier, ces deux équipes viennent d'ailleurs de s'affronter dans leur dernier match de saison régulière. Les coachs ont fait tourner les effectifs pour ne pas trop dévoiler leurs cartes en vue des joutes décisives à venir. Mais notons tout de même la victoire d'Indiana sur son terrain, ce qui leur donne un petit ascendant psychologique supplémentaire. Mais est-ce que cela était vraiment nécessaire? Indiana, en plus de cette petite rouste 103 à 87, a déjà battu 4 fois les Faucons cette saison, pour une seule défaite. Info qui va vous régaler, c'est la première fois depuis que l'équipe des Pacers est en NBA, donc depuis 1976, qu'elle a l'avantage du terrain dans une série de playoffs. C'est pas rien. Ah! Voilà la star des Pacers, Reggie Miller, qui après avoir avalé son habituel stock de vitamines, parce que je ne veux pas avoir mal au crâne à force de parler tout le temps pendant le match, entame ses 30 minutes de shoot individuel avec un assistant coach, avant l'échauffement collectif. Par superstition, il commence toujours par le côté droit, puis change de spot suivant son intuition, l'humeur du moment. Ah! La guerre des tranchées va avoir lieu, bien East Coast style, entre deux des meilleures défenses de la ligue, qui en sus ont un pace, bon oui, un rythme de jeu, des plus lents. Les Hawks sont avant-derniers à 89,8 possessions jouées par match, c'est vraiment archi lent, et les Pacers antépénultième, à 90 possessions par match. Pour rendre ça plus digeste, vous allez devoir regarder les matchs en appuyant sur la touche accélérée de votre magnétoscope. Et pourtant, ça commence très fort, avec évidemment le malingre shooter des Pacers, Reggie, qui plante ses tirs d'assassin. Pump fake, fin de départ à droite, départ à gauche, bam, tire dans ta tête. Head fake, fin de départ à gauche, step back à mi-distance in your face. Reggie. Bon, j'ai appris qu'il s'appelait Reginald en fait. C'est chaud quand même. Mais c'est surtout le maître de la défense des Pacers, pressenti pour obtenir une sélection dans l'une des All-NBA Defensive Teams, l'ailier Derrick McKey qui est la clé du bon début de match des siens. Heureusement parce que le dunking Dutchman Rick Smith et ses 2,24 m est presque invisible, tout comme sa fine moustache blonde du reste. Et comme son compère Dale Davis est en dessous de ses standards, c'est tout le secteur intérieur des Pacers qui est aux abonnés absents. Avance confortable tout de même en fin de premier quart-temps pour les joueurs d'Indiana, plus 7. Changement de décor pour le deuxième quart. Le rythme de jeu diminue drastiquement et les Hawks donnent une leçon aux jaunes et bleus. Grant Long, qui ne restera pas longtemps sur sa chaise pendant ce match, vous l'avez. Solide mais relativement obscur ailier fort à lunettes, met ses adversaires au supplice. Avec son compère Steve Smith. Alors tous deux sont arrivés à Atlanta en provenance de Miami après seulement 3 matchs de saison régulière. Ils ont dû s'adapter rapidement, et finalement ça s'est bien passé. Bon, tous deux, Steve Smith et Grant Long, inversent la tendance. Les interceptions et les gros 3 points de Steve, l'élégant arrière des Hawks, et les rebonds offensifs et les lancers francs de Grant relancent les jaunes et rouges. Plus 3 à la mi-temps. Waouh! Assistons-nous à une victoire surprise d'un petit pousset d'emblée? D'autant que l'écart augmente jusqu'à plus 8 au milieu du troisième quart, sur un dunk d'Andrew Lang. Bon. Ensuite, les Faucons ne marqueront plus un seul tir de champ pendant 6 minutes. Sous la houlette d'un Mark Jackson sobre mais super efficace, qui finit à 10 points, à 4 sur 6, 9 passes décisives, sans aucune balle perdue, Indiana passe un cinglant 16-2, à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps. Les Pacers ne lâcheront plus leur proie et l'emporteront finalement 90-82. Derrick McKey, avec 21 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres, aura pesé des deux côtés du terrain. Il a shooté à 8 sur 11 en plus. Waouh. En face, la surutilisation de Mookie Blaylock
est un vrai problème. Certes, il a marqué 17 points et fait 9 passes décisives, ce qui est très correct. Mais à 6 sur 19 au tir et avec 5 ballons perdus, ça devient un peu plus dégueulasse. Et ajoutons à ça que The Thief, quand même deuxième meilleur intercepteur de la ligue, n'a réussi aucune interception pendant tout ce match. Ça commence à peser lourd. En plus, la production scandaleuse du banc des Hawks, seulement 5 points en cumulé à 2 sur 13, aura coupé les ailes des Hawks en deuxième mi-temps. Un exemple, Craig Hilo, l'ancien souffre-douleur de Michael Jordan, mais chouchou de son coach Lenny Wilkins, et accessoirement le plus gros salaire des joueurs en activité chez les Hawks, avec 2,65 millions de dollars, a seulement shooté à 1 sur 8 et a perdu 2 ballons en 24 minutes. C'en est trop. Tout espoir n'est pas vain cependant pour les Faucons, puisque Stacey Hogman, Plastic Man, l'ailier gauche et bondissant titulaire toute l'année, n'a foulé le parquet que 5 pauvres minutes lors de la fin de ce match, du fait d'une petite douleur ressentie en fin de saison, ce qui lui avait déjà fait manquer quelques matchs, notamment le dernier match face à Indiana en saison régulière. Nul doute que son temps de jeu et son apport vont augmenter au fil des matchs. Il ne faudrait pas trop tarder tout de même, le premier tour des playoffs se joue au meilleur des 5 matchs. Le mot de la fin, comme souvent, revient à Reggie Miller, qui avec ses 24 points et 5 passes décisives, a pesé lourd dans cette rencontre. Nous passerons sous silence son 2 sur 10 à 3 points. Face aux Hawks, on n'a pas de temps à perdre. Direction le deuxième match, New York Knicks, Cleveland Cavaliers. Madison Square Garden, sale comble, comme toujours. Pourtant, quelque chose semble clocher cette saison chez les Knicks. Ils font une régulière sérieuse, ils ont le deuxième meilleur bilan de l'Est, avec 55 victoires et 27 défaites. Malgré la blessure au gros orteil de Charles Oakley, qui était encore All-Star il y a 1 an. Véritable cœur trip de cette équipe de New York. Malgré les nouvelles règles, avec le hand-checking instauré par la NBA, spécialement créé, on peut le dire, pour empêcher les New York Knicks de pratiquer leur basket rugueux, ce qui ne les empêche pas pour autant d'avoir le meilleur defensive rating de la ligue cette saison. Malgré la montée en flèche de nouvelles équipes à l'Est, Orlando, Indiana, malgré le retour de qui vous savez, qui leur a fait des misères avec 55 points au Madison Square Garden pour son seulement 5e match. Non, le problème semble venir de l'intérieur. Les terribles luttes des playoffs de l'année dernière, avec la fin cruelle que l'on connaît, a abîmé les dures caboches des New-Yorkais. Des tensions, des rancœurs apparaissent plus ou moins au grand jour. Si bien que personne ne semble raisonnablement croire en leur capacité d'aller au bout cette année. Qu'ils ont laissé passer leur chance l'an passé. Attention, il ne sera tout de même pas aisé de les sortir. Les Cavs, les Cavaliers, quant à eux, sont déjà satisfaits d'être en play-off cette année, au vu de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées durant la saison. Brad Gertie, leur pivot All-Star, qui tourne à 19 points, 9,5 rebonds, 3,7 passes décisives, en carrière jusque-là. Blessé pour toute la saison, il n'a pas joué un match. Gerald Wilkins, l'un des Jordan Stoppers, le frère de Dominique, 14,3 points, 3,6 rebonds, 3,1 passes décisives l'an dernier, blessé pour toute la saison. Lui non plus n'a pas joué un seul match. Larry Nance, le Little Hawk, pour sa capacité à littéralement voler dans les raquettes, raccroche les baskets en début de saison. Son numéro 22 sera directement retiré au plafond de la Goon Arena. Encore un titulaire out. Ça commence à faire beaucoup. Mais coach Mike Fratello trouve une solution. Génial. Bon, c'est le slow time. Ralentir le jeu au maximum, jouer à la limite des 24 secondes, avec un pace à 84,8 possessions par match. Et bien sûr, défendre le fer. Ils n'encaisseront que 89,8 points par match cette saison, soit le deuxième plus petit total depuis que l'horloge des 24 secondes existe. 1954 quand même. Et ça marche. Une série de 11 victoires en décembre, 3e série de victoires de l'année. Et ils sont encore premiers de la Central Division jusqu'à la fin du mois de janvier. Mike Fratello est fort justement élu coach du mois de décembre. Nous avons une équipe de joueurs compétitifs qui ont accepté de faire passer l'intérêt du collectif avant leurs stats individuelles. C'est le seul moyen pour nous actuellement de gagner des matchs. Les joueurs se sacrifient pour le bien de l'équipe. Mark Price et Terrell Brandon, j'en suis certain,
préfèrent courir, jouer la contre-attaque. Ce serait plus amusant. Mais nous n'arriverons pas en play-off en jouant de cette manière. Mais le petit métronome Mark Price se blesse mi-janvier au poignet droit. Sale blessure pour le seul joueur en activité à avoir fait une saison complète à 50% au tir de champ, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. Il n'a joué que 48 matchs cette saison. Et son compère à la main, encore plus petit que le petit Price, Terrell Brandon, se blesse lui aussi en fin de saison. Il sera encore absent pendant ses playoffs. C'est moche. Bref, comme le résume le besogneux intérieur Néo All-Star Tyronn Hill, cette saison fut un enfer avec toutes ces blessures. Un enfer qui les voit glisser de la 2e à la 6e place de la conférence Est, inexorablement. Ce brave Tyronn Hill, dont on voit à peine les yeux à l'entame de ce match tant il est cerné. Il faut dire qu'il est venu de Cleveland à New York en voiture, 9 heures de route. Bon d'accord, c'était une limousine, mais quand même. Tout ça parce qu'il a eu la peur de sa vie la dernière fois qu'il a pris l'avion avec son équipe. Un vol plein de turbulences. Ouais, ça y est, les joueurs sont sur le terrain, prêts à en découdre. Le début de match est équilibré et presque endiablé. Presque seulement, n'exagérons rien. Chris Mills, le poste 3 sophomore des Cavs, est à droite d'entrée de game avec 2-3 points. Bobby Fields, leur poste 2, qui a réussi l'un des 28 triples-doubles de la saison, plante quelques tirs. Et Danny Ferry, le plus gros salaire des Cavaliers avec 4 millions de dollars par saison, en sortie de banc est bien chaud lui aussi. Mais les Knicks tiennent dans leurs larges mains le secteur intérieur de Cleveland. Tyronn Hill et Hot Rod Williams sont malmenés. Ewing, Oakley, Mason cadenassent la raquette. Bon, la base pour eux. Mais surtout, ils réalisent une immense performance défensive sur Mark Price, le maître à jouer les Cavs. J'ai souvent eu affaire à de grosses intensités défensives, mais d'habitude elles s'émoussent au fil du match. Mais pas là. Les rares fois où j'ai trouvé une brèche, je me suis retrouvé avec la main d'Ewing devant la face, ou le corps d'Oakley. C'est simple, je n'ai pas vu le panier du match. Mark Price, un peu blessé au talon, ne se cherche pas d'excuses. De toute façon, je me dois de jouer ce genre de match. Et cela ne va pas s'arranger dans le deuxième quart-temps. Au contraire. Même Charles Smith et Derek Harper s'y mettent. Et comme Starks ne force rien et distribue bien le jeu, Pat Riley s'en félicite. C'est là qu'on voit qu'il a mûri. L'écart se creuse. Les Knicks jouent comme les Lakers du Showtime. On croit rêver. Et même Charles Oakley envoie des alley-oops pour Ewing qui dunk arrière. What the fuck? Top 10 direct. L'absence de Terrell Brandon pour suppléer Mark Price fait mal aux Cavs. Spike Lee et le public du Madison se prennent à rêver à une happy end. Pas simplement sur ce match, mais pour la campagne de playoff tout entière. Le banc des Cavs leur a permis de ne pas sombrer complètement, mais le troisième quart-temps va dissiper tout espoir. Mike Fratello va carrément sortir Tyronn Hill au bout de quelques minutes et ne le fera plus rentrer. Charles Oakley lui met la misère. Sur un énième ballon perdu par Price, son 6e de la soirée, Derek Harper, le roublard meneur des Knicks, trouve Starks sur l'aile en contre-attaque qui donne à Charles Smith pour un bon smash à 2 mains. Même lui, l'autre Charles de la Big Apple, celui qu'on aime moins, est acclamé. Personne n'a oublié cette séquence décisive de la 5e manche des finales de conférence Est 1993 contre Chicago, où à 10 secondes de la fin, alors que son équipe est à -1, sur la même action, il prend un contre d'Horace Grant, récupère la balle, Jordan tape dessus, il la récupère encore, et il prend 2 contres de Scottie Pippen, éliminant toute chance de victoire pour son équipe. Aïe, 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 aïe. Mais ce soir, tout le monde profite de cette bonne entame de play-off. Les rankeurs sont rangés au placard pour quelque temps. Le cauchemar prend fin pour les Cavs sur le score de 103 à 79. Les Knicks ont shooté à 63% de réussite, leur meilleure performance de la saison. Le 5 majeur des Cavs a shooté à 27%. Affreux. Ewing, 21 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres. Oakley, 19 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un 3 points au buzzer. Tous deux envoient un message. On est toujours dans les meilleurs de la conférence Est. Et on va batailler dur pour obtenir cette sacrée bague.
Seattle Supersonics contre les Los Angeles Lakers. Le quatrième contre le cinquième de la conférence. Ça s'annonce vraiment électrique. Si on regarde d'un peu plus près, Seattle a le quatrième meilleur bilan de la ligue avec 57 victoires pour 25 défaites. Et pourtant, ils ont bazardé quelques matchs en fin de saison. Mais ils n'ont pas oublié de massacrer les Lakers il y a 9 jours, le 18 avril, 113 à 97. De leur côté, les Lakers ont le 9e bilan de la ligue seulement, avec 48 victoires pour 34 défaites. L'écart paraît un peu plus significatif tout à coup. N'oublions cependant pas que les Lakers, un peu trop distancés par les Sonics pour reprendre l'avantage du terrain en s'arrachant sur les matchs du mois d'avril, et ayant assez d'avance sur les irréguliers Rockets, ont carrément joué en claquette à partir du 29 mars, finissant avec 9 défaites sur leurs 13 derniers matchs. Sans ça, ils pouvaient sans forcer atteindre les 52 ou 53 victoires et être dans le même range que les Pacers. Et puis les Angelinos ont certes perdu le dernier match face aux Sonics, en saison régulière, mais ils ont remporté les 4 autres affrontements de la saison. À chaque fois sur des scores assez serrés, mais quand même. Ok, donc en fait c'est vraiment serré, c'est ça? Allez, quand même, avec ces 3 All-Stars, Payton, Kemp, Schrumpf, plus l'avantage du terrain, sachant qu'en plus ils ont enchaîné 17 victoires de suite dans leur salle cette année, c'est la deuxième meilleure performance, les Sonics devraient passer tranquille. Oui, mais voilà, l'équipe a vécu un terrible traumatisme l'année dernière en playoff. L'un des plus gros upsets de l'histoire. Imaginez, ils étaient premiers de toute la NBA avec le meilleur bilan. Ils se font sortir 3-2 au premier tour par les modestes Nuggets, 15e bilan. Et pourtant, les Sonics menaient la série 2-0. Incompréhensible. Kendall Gill, le prometteur ailier des Sonics, en a fait une dépression nerveuse. Gary Payton, le meneur gouailleur de l'équipe, essaye de se rassurer. Tout le monde nous parle de notre élimination de l'an dernier. Pour nous, c'est du passé. On doit être costaud dans nos têtes. Nous sommes l'une des 6 équipes à pouvoir prétendre au titre. Ouais, il se mouille pas trop le mec. On a juste à se laisser aller, à jouer notre jeu sans trop nous poser de questions ou ressasser le passé. C'est l'heure de vérité, chacun va s'apercevoir que notre tour est arrivé. Parole, parole, parole. Tais-toi donc. Mais ce brave Gary Payton a évolué quand même cette saison. Il s'est amélioré dans beaucoup de secteurs, notamment sa moyenne de points, sa moyenne de passes, sa moyenne d'interception. Il a un meilleur pourcentage de réussite au tir. Voilà. Il le dit lui-même. Cette saison, j'ai décidé de parler moins et de prouver davantage ma valeur sur le terrain, en jouant à fond mon rôle de leader. Mes coéquipiers me cherchent dans les moments chauds, et je ne veux pas les décevoir. Je me suis rendu compte aussi que la saison régulière compte pour du beurre. L'essentiel, c'est d'être prêt en play-off. Parlez moins, parlez moins. Van Exel, le trublion gaucher qui mène les Lakers, fait plus court. Et pourtant, ça impacte plus. Tout le monde a l'air surpris de nous voir à ce niveau de jeu. Mais ce n'est pas le hasard. Tactiquement, nous jouons bien. Et aujourd'hui, personne n'a vraiment envie de tomber sur nous en play-off. Il a raison, non? Le Tacoma Dome, la salle où jouent les Sonics cette saison, en attendant que la Key Arena soit rénovée, est prête à accueillir ces féroces gladiateurs. Entre deux, c'est parti. Elden Campbell, le bondissant ailier fort des Lakers, met une grosse bâche à Irving No Magic Johnson, le pivot des Sonics. Les deux intérieurs de LA, Divac, défendu par Kemp, et Campbell font mal. 10-0 dans la raquette en ce début de match. 12-4, d'emblée. Temps mort. Les Sonics font désormais prise à deux au poste bas pour gêner les deux costauds de LA. Bon, les Lakers font la même chose. Les joueurs de Seattle installent leur rythme up-tempo. Ballon volé, course, shoot à mi-distance en première intention pour tous, et gros dingue de Kemp qui court de partout. Ils reviennent bien, mais ça reste brouillon. Et ils emmènent les Lakers dans ce tourbillon de déchets. Contre-attaque cafouillée d'un côté, pareil de l'autre. Payton salement contré par le rookie Eddie Jones. Ballon perdu pour les Lakers. Grâce à Divac, qui soit dit en passant réalise une grosse saison. 16,1 points, 10,5 rebonds, 11e meilleure performance de la saison. 2,2 blocs, 7e meilleure performance de la saison. 4,1 passes de moyenne. Et 3 matchs à au moins 20 points, 20 rebonds, plus un triple-double, plus joueur de la semaine le 27 mars. Bah oui. Heureusement qu'il est là, il tient la route. Et grâce à son excellente qualité de passe, il trouve les joueurs libres lorsqu'il est pris par deux joueurs au poste bas. Et bim, et bam, les 3 points tombent.
Et ce diable de Ceballos qui les enchaîne se régale. L'écart gonfle. Seattle est obligé d'arrêter ses prises à deux, mais accentue sa pression défensive sur les extérieurs en contrepartie, avec notamment Payton sur Van Exel, bien cadenassé pour l'instant. Les Lakers, eux, tentent de trapper très haut, juste après la ligne médiane. Seattle défend bien mieux, mais vendange terrible en attaque. Alors qu'il ne reste que quelques secondes dans le deuxième quart-temps, ils viennent de rater 14 de leurs 15 derniers tirs. La plupart étaient pourtant des tirs ouverts ou des lay-ups. Dernière possession avant la mi-temps, Seattle est à -11. Kendall Gill, plus que discret jusque-là, remonte la balle. Il la perd presque à l'orée des 3 points adverses. 2 joueurs des Lakers se jettent pour lui voler. Il s'en sort et trouve Schrempf à 3 points. Il tire, bingo, avec la faute en prime. Le mec du son de la salle se régale et lâche des bruits de pistolet laser à fond la caisse. Tchou, 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 tchou. Detlef met le lancer. Seattle sauve les meubles à la pause. Ils sont seulement à -7. Mais quel manque de sérénité. Kemp, tout de même, tout à l'énergie, a déjà 12 points et 8 rebonds. En face, Ceballos, tout en propreté. Et lui a 14 points à 5 sur 9 et à 4 rebonds. Retour pour la deuxième mi-temps. Vous vous rappelez de Schrempf qui vient de marquer un 3 points avec la faute? Et bien Schrempf à 3 points. Rebelote, bingo, -4. Grosse défense de Seattle. Step défensif arraché. Payton trouve. Qui ça? Le démon de la nuit. Detlef Schrempf à 3 points à nouveau. Seul au monde en tête de raquette. Ok, bingo, -1. Vous êtes au courant qu'il tourne à 51,4% de réussite derrière la ligne cette saison? C'est le deuxième meilleur dans ce domaine. Eh oui, eh oui, eh oui. Il vient de passer à lui tout seul un 10-0 aux jeunes gars de LA, qui font étalage de leur inexpérience collective à ce niveau-là. Heureusement, le bon Cédric Ceballos, leader au scoring des Lakers cette saison avec 21,8 points de moyenne, plante un bon 3 points pour calmer l'ambiance. Les Lakers reprennent un peu d'air, mais le public sent que les mouches sont en train de changer d'âne. Et lorsque Kemp efface Sam Bowie, oui, le Mistigris de la draft 1984 joue actuellement aux Lakers. Ce dernier lui met ses 2 grands bras dans le bec pour l'empêcher de scorer. Assez sèchement. Faute flagrante sifflée par les arbitres. Kemp se relève, prêt à en découdre. Heureusement, Payton calme un peu l'ambiance. Kemp met les 2 lancers francs et sur la possession offerte en réparation, Payton trouve une brèche sur sa gauche pour aller au lay-up. +1 pour Seattle. C'est la première fois du match qu'ils mènent au score. Gary the Glove a un bon passage, mais Van Exel, sur la dernière possession du carton, laisse littéralement Payton sur place avec un crossover glaçant. Et il s'en va déposer un lay-up tranquille. -2 pour les Lakers. Ceballos, qui était cloué au vestiaire sur les dernières minutes pour des problèmes d'estomac liés à la nervosité, est de retour. Il a pris une pilule magique. Kemp, à cause des fautes, est sur le banc. Seattle joue petit avec Perkins en pivot. Schrempf font 4. Askew à l'aile, Macmillan et Payton sur les lignes arrière. Les Lakers les punissent non pas dans la raquette, mais à 3 points. Et les Sonics répondent non pas à 3 points, mais sur une claquette de Nut Macmillan. Qui l'eût cru? Malgré les mismatchs, à savoir que quand même Divac défend sur Schrempf, les Sonics n'arrivent plus à mettre le ballon dans le cercle. Kemp revient enfin sur le terrain, il reste 6 minutes à jouer. Pendant ce temps, Ceballos est en train de punir Schrempf en attaque. 81-73. Ça sent mauvais pour les Sonics. L'intense Kemp provoque une faute de Divac. L'écran géant lance l'animation des lancers francs. Crac! Blackout! Plus de lumière dans la salle. Sérieux? On pensait qu'en 1995, des choses comme ça ne pouvaient plus arriver. 24 minutes de pause pour réparer le système. Les Lakers, Magic Johnson et Mitch Kupchak, l'assistant general manager de Jerry West, présents au match, font la gueule. Ça sent l'entourloupe. Dale Harris, coach des Lakers, dira que lorsqu'il jouait dans l'Indiana, c'était un coup qu'on faisait parfois pour changer le momentum d'un match. C'est simple, on envoie un gars couper l'électricité et le tour est joué. Et il a appris à gérer ce genre d'imprévu.
Le secret, c'est de ne pas s'affoler. Et encore moins si vous êtes le coach. Il envoie ses joueurs shooter dans la pénombre, tous, sauf Ceballos, qui retourne au vestiaire pour se requinquer. Il va discuter avec un arbitre qui lui dit « Désolé de devoir vous dire ça, coach, mais la Ligue a appelé et nous a dit que dans cette situation, nous devons faire rejouer tout le carton, en reprenant le score de la fin du troisième. » Harris rigole. Ça ne prend pas avec moi, c'est une blague NBA ça? Le match reprend. Ceballos lâche. La coupure, c'était exactement ce qu'il me fallait. Kemp met ses deux lancers. Je vous rappelle que tout ça était à cause d'une animation foireuse sur un écran géant. Grosse défense des Sonics. Violation des 24 secondes pour Los Angeles. Kemp au rebond offensif. Un cut de Perkins. 2 points. 81-77. Magic ne tient plus en place dans les gradins. Il se prépare à crier au scandale si les Lakers perdent ce soir. Temps mort Los Angeles. Kemp harangue la foule. Sortie de temps mort catastrophique pour Los Angeles. Perkins intercepte. Faute sur Schrempf. 2 lancers. 2 points. 81-79. Il reste 2 minutes 49. Les Lakers sont perdus. Ils bredouillent leur basket. Heureusement pour eux, Seattle ne fait guère mieux. Divac, bien pris, ressort sur Ice Ceballos. 3 points. Ficelle. C'est 25e point du match. À 6 sur 9, à 3 points. Le score est de 84-79. Il reste 1 minute 11. Il vient de planter les 8 derniers points de son équipe. Perkins met un gros 3 points à son tour. 84-82. 57 secondes. Ça rate des deux côtés. Puis Ceballos perd une balle importante. C'est ce diable de Macmillan, meilleur intercepteur de la saison précédente, et encore 5e de ce classement cette saison avec 2,06 ballons volés par match. Et oui, c'est Macmillan qui chope cette passe au vol. Temps mort pour les Sonics. Il reste 10 secondes à jouer. Si les Sonics marquent à 3 points, ils gagnent le match. S'ils marquent à 2 points, ils égalisent. La pression est à son comble. La balle circule bien et atterrit dans les mains de Macmillan à 3 points. Il a un peu d'espace, mais George Lynch s'arrache pour contester son tir. Raté. Buzzer. Fin du match, victoire Los Angeles Lakers. Cédric Ceballos est aux anges. Il sort d'une saison magnifique. Après avoir progressé chaque année chez les Suns, il est devenu All-Star avec les Lakers cette année. Alors que les fans ne pouvaient même pas voter pour lui parce qu'il était sans contrat au moment où ont été édités les bulletins de vote. Il a été élu meilleur joueur de la NBA du mois de décembre avec 27,8 points et 9 rebonds de moyenne, pendant que son équipe gagnait 9 victoires sur 12 matchs, avec une pointe à 50 points notamment face aux Minnesota Timberwolves. Il est le premier Laker depuis 1975 et Gail Goodrich est seulement le 7e pour Préor à atteindre cette barre. J'ai tenté le pari de ma carrière en signant aux Lakers, mais j'avais confiance. Une grande équipe est en train de naître. Nous n'avons peur de personne, puisque nous possédons les qualités requises à chaque poste pour déranger les meilleurs. On ne peut que lui donner raison. De son côté, coach Karl sort la tête basse. Interrogé par la presse, il dit « Je ne sais pas, toute la semaine, j'ai entendu des rumeurs qui disaient que si on perdait, je serais viré. On a joué à fond toute la saison. Mais en playoff, tout le monde joue à fond. Même Derrick Coleman joue à fond. De toute façon, l'avantage du terrain n'est pas suffisant en playoff. C'est bien de l'avoir dans la poche, mais ce sont les victoires à l'extérieur qui font passer des tours. Je veux dire, on n'a pas encore perdu. Nous avons shooté à 31,8% ce soir. Le plus faible pourcentage de tous les temps en playoff pour une équipe des Sonics. On ne pourra pas faire pire. Nous devons nous libérer du fantôme des Nuggets. Je crois que je vais dégager. Aïe aïe aïe, ça ne pouvait pas plus mal débuter pour les verts et jaunes. Dernier affrontement de la soirée, un gros morceau. Jazz Rockets. Mamma mia! La revanche de la finale de conférence de l'année dernière. Mais cette fois-ci, c'est le Jazz qui a l'avantage du terrain, après avoir tout simplement réalisé la meilleure saison de son histoire. 60 victoires, 22 défaites. Deuxième meilleur bilan de toute la NBA. Malheureusement pour eux, ils n'ont que le 3e spot de leur tableau de playoff, car ils sont 2e de leur division, derrière San Antonio. C'est pourquoi ils affrontent les Rockets 6e plutôt que les Blazers 7e. De toute façon, en playoff, toutes les équipes sont dangereuses, surtout celles qui ont déjà connu l'ivresse de la victoire, comme les Rockets l'année dernière. Coach Jerry Sloan est prudent. Son homologue de Houston, Rudy Tomjanovich, encense ses adversaires.
Est-ce pour les endormir? À moins qu'ils ne veuillent en creux faire passer un message à ses propres joueurs. Le Jazz joue à la perfection, pourtant personne ne les voit aller loin en playoff. C'est le genre de contexte qui motive encore plus une équipe. Rudy T sait qu'avec son front office, ils ont tenté le qui tout double avec le transfert un 14 février, sympa le largage un jour de Saint-Valentin, d'Otis Thorpe, poste 4 solide, essentiel dans la quête du Graal la saison précédente, contre Clyde the Glide Drexler, un poste 2 star sur le déclin, mais ami et coéquipier de faculté de la Juwan chez les Cougars de Houston. Mais personne ne croit à ce coup de bluff. Le pari de renforcer les lignes extérieures au détriment d'un secteur intérieur ne peut pas tenir dans cette NBA moderne. Robinson à Rodman aux Spurs, O'Neal à Horace Grant au Magic, Ewing à Oakley et Mason chez les Knicks. Comment le frêle Robert Horry ou le gentillet Pete Chilcott vont tenir les ailiers forts comme Barclay, Malone ou Kemp? Et les résultats ne trompent pas. Alors qu'avec Otis, l'ascenseur tenait encore le choc avec 21 victoires pour 15 défaites, c'est la chute avec Drexler. 18 victoires, 18 défaites. Et seulement 6 victoires sur des équipes playoffables. Rudy T sait aussi qu'après avoir battu 2 fois le Jazz avec Thorpe en saison régulière, son équipe a sombré 3 fois face aux Mormons depuis le transfert du bodyguard d'Hakeem The Dream. Et qu'ils viennent surtout de perdre 2 fois il y a 8 et 4 jours contre les gars de Salt Lake City. L'opposition de style entre le basket hyper contrôlé, sans pivot dominant, à la recherche du meilleur tir, si possible à 2 points, c'est la seule équipe à moins de 10 3 points tentés par match cette saison, 9,8. Si possible sur une passe décisive, on peut le dire, un jeu un peu old school, prôné par Jerry Sloan. Ce qui donne tout de même l'équipe avec le meilleur pourcentage dans les tirs de champ, 51,2%, le meilleur pourcentage au lancer franc, 78,1%, et la deuxième meilleure équipe au nombre de passes décisives, 27,5%. Surtout, c'est l'équipe avec le meilleur net rating de la ligue, avec 8,6 points. Parce que, en plus d'être des métronomes en attaque, on ne blague pas avec la défense et le rebond dans l'Utah. En face, on a le jeu débridé des Rockets, autour de leur poste 5 archi-dominant, où l'on n'hésite pas à shooter à 3 points. C'est l'équipe qui en a tenté et réussi le plus cette saison. Et en fait, depuis toujours, étant la seule équipe de l'histoire à tenter plus de 20, oui vous avez bien entendu, 23 points par match, avec 21,4 tentatives. On n'a jamais vu ça. Houston vit et meurt par les tirs longue distance. Et beaucoup aussi sur les qualités offensives et défensives de son pivot, The Dream. C'est un peu le match des fourmis contre les cigales. Let's go! Hakeem The Dream punit le Jazz dans la raquette. Donaldson, le vieux pivot anglais en fin de carrière, récupéré par Utah pour pallier l'absence de Felton Spencer, salement blessé depuis le 13 janvier, prend un gros courant d'air. Toujours sur son côté gauche favori, Olajuwon enchaîne les feintes. Il danse autour d'un grand plot. Hook avec la faute, passe et va avec Drexler, turnaround jam shot, smash, tout y passe. 18-12 pour les Rockets, avec 11 points de leur leader emblématique. Et il ne se contente pas d'attaquer le pivot nigérian. Il colle une grosse bâche à Karl Malone, qui s'écroule au sol. Domination totale. Alerte, alerte! Après un temps mort, Olajuwon reste sur le banc. Il est sous respirateur artificiel. Il est toujours difficile de jouer dans cette ville montagneuse, et il a l'air d'en souffrir. Il a déjà été victime d'anémie en plus cette saison et a raté plusieurs matchs fin mars. Des soucis en perspective pour les Rockets. Le Jazz en profite pour rattraper son retard avec son duo classique, John Stockton à la baguette et Karl Malone à la finition. Et comme ce soir Stock est encore plus adroit que d'habitude, de base il a 54,2% au tir de champ et presque 45% à 3 points. Plus qu'excellent le mec. Il prend ses responsabilités aussi au scoring. C'est bien qu'Utah prend carrément l'avantage au score. Hakeem revient sur le terrain et continue sa démonstration. Cette fois, c'est Antoine Carr au gorille et Tom 36 Chambers qui prennent la pluie. Les prises à deux offrent l'occasion à Olajuwon d'augmenter son nombre de passes décisives pour des dunks d'Horry ou des shoots de Smith.
Tout le monde est au diapason côté Rockets. Tout le monde, sauf Vernon Maxwell et Clyde Drexler. Les deux arrières passent bien au travers. Et sur le quatrième shoot tenté et raté du Glide, du fait d'une bonne contestation de Donaldson, avouons-le, la transition se lance et Stockton trouve une passe fantastique qui transperce 4 défenseurs pour permettre à Blue Edwards de déposer un petit lay-up main gauche. Utah mène 48-40 à 1 minute 45 de la fin de la première mi-temps. Calmez-vous. Ils vont prendre un 10-0 avec encore un Hakim à la baguette qui va notamment intercepter une balle dans son propre camp pour partir au dunk en coast to coast. 50-48 pour les Rockets. Ce match sent la poudre. Dommage que deux aussi bonnes équipes se retrouvent au premier tour des playoffs. Disait Hakim avant le début du match. C'est vrai que le niveau affiché lors des 2 premiers quarts-temps est plutôt élevé. Ça pourrait ressembler à une finale de conférence, au moins à l'Est. C'est vrai quoi, les équipes de l'Ouest ont globalement dominé celles de l'Est sur la saison. Et sur les 5 meilleurs bilans, 4 sont de l'Ouest. Le match reprend. The Dream se met carrément à jouer comme un ailier, en face-up. Il fait face à ses adversaires, dribble, se décale et PAM dégaine sur leur tête. Pendant ce temps, le gendre idéal Pete Chilcutt s'occupe du rebond. Avec la blessure de Carl Herrera, il est désormais le poste 4 titulaire des Rockets. Sur un énième hook shoot d'Hakim, il en est déjà à 33 points, les Rockets prennent 11 points d'avance, 73-62, avec 2 minutes 10 à jouer dans le troisième quart-temps. Et qui va ramener le Jazz dans le game ? Rebelote, c'est Stockton, ce bon vieux John, qui d'une passe dans le dribble main gauche, un bijou de pureté, trouve Tom Chambers, qui se fait un malin plaisir à écraser un tomahawk main gauche sur Hakim, surpris par cette passe laser du petit meneur d'Utah. On en parle maintenant ou pas de la saison historique de Stockton ? Non, on verra ça une autre fois. Le troisième quart-temps se finit sur le score de 73-70 en faveur de Houston. Ce qui est bien, mais pas top pour les rouges et jaunes. Malone, qui bien que discret fait un match solide, permet immédiatement à son équipe de recoller au score, puis de passer devant. Hakim récupère une passe lobée hasardeuse au milieu de 4 joueurs du Jazz et score pour égaliser à 75-75 à 10 minutes 22 du buzzer. Les joueurs du Jazz enchaînent les lancers francs. Malheureusement, ils ne sont pas aussi adroits sur la ligne de réparation qu'à l'accoutumée. Vernon Maxwell, lors d'une rare éclaircie dans son triste match, sert Olajuwon qui enrhume 3 défenseurs, seulement 82-82. Encore 6 minutes 35 à tenir de part et d'autre. Encore un panier de rêve de M. Olajuwon, encore un hook, encore en partant du low post côté gauche. Antoine Carr en 1 contre 1 donne tout. Mais la fluidité, l'aisance du Dream donne l'impression que tous ses adversaires sont au ralenti face à lui. Les Rockets sont à -2. Évidemment, on cherche le numéro 34. On le trouve. 3 joueurs viennent sur lui. Il ressort sur Kenny Smith, le meneur poids plume né dans le Queens de New York. Et chlaf ! Il plante un 3 points. 96-95 pour les Rockets. Il reste 2 minutes 13. Stockton remonte la balle serein. Il prend un écran de Malone dans l'axe. Olajuwon ne fait pas l'effort. Le stock se bloque à mi-distance, aux abords de la ligne de lancer franc et shoot. Bucket. 97-96. 1 minute 58. Sur la possession suivante, les Rockets mettent la balle à l'intérieur, évidemment. Elle ressort. Il retrouve Hakim à 5-6 mètres. Antoine Carr est un peu trop loin pour le contester. Olajuwon en profite pour tenter un jumper. Swish. 98-97. Il reste 1 minute 40. The Dream vient d'atteindre les 45 points à 20 sur 30. Malone réussit de précieux lancers francs, pendant que Drexler rate un spinning jumper. Encore une faute sur Malone, 2 lancers francs. Il en met 1 sur 2. Il en est à 25 points et 14 rebonds tout de même. Utah 100, Houston 98. Les joueurs de Houston savent ce qu'il leur reste à faire. Comme le dit Robert Horry, « Ici, on n'a pas de problème avec ça. On a tellement de respect pour Hakim qu'on pense toujours à lui pour trouver la solution offensive. » Ce à quoi le pivot répond immanquablement, « Il s'agit d'un sport d'équipe. Tout seul, je ne suis rien. » Classieux. La balle lui arrive dans son jardin. Poste bas à gauche, je l'ai déjà dit. Prise à 2 cavalière du Jazz. Kenny Smith est seul dans le corner. Hakim le serre sur un plateau. Stockton tente de reprendre son joueur. Il saute comme un débutant sur la feinte de The Jet, qui égalise d'un petit shoot wide open. 100 à 100. Encore 16,7 secondes à jouer.
Va-t-on assister à une prolongation dès la première journée des playoffs? Oui, oui, oui. Pas de temps mort. Malone fait la remise en jeu pour Stockton. La musique de Rocky est crachée par la sono du Delta Center. Il remonte la balle en trottinant, puis temporise à 45 degrés à gauche. Malone vient lui poser un écran, pas génial. Il le prend, 6 secondes de chrono. Il drive fort, main droite, et s'engouffre dans l'axe central. 4 joueurs de Houston l'encerclent quand il lâche un demi-double pas puisqu'il balance un petit shoot juste après son premier appui pied droit. Olajuwon et Horry sautent. Trop tard. La balle tape le cercle, la planche, le cercle et tombe dans le panier. Stockton, mormonne-moi! Stockton, mormonne-moi! Crie la foule en délire. Le Bright Boy Scout donne un coup de poing rageur dans le vide en sautillant comme un cabri. Temps mort Houston. 2,4 secondes pour inverser la tendance. 102 à 100. Remise en jeu demi-terrain de Pete Chilcutt pour Maxwell. Mad Max peut-il sauver la situation? Il shoot de 10 mètres sur Honor-Check. Buzzer, fond du cercle, paf, ça sort. Game over. Stockton, gentleman, aide Maxwell à se relever. Olajuwon le prend par l'épaule pour le réconforter. Tomjanovic félicitera le héros du jour. Il ressemble à mon banquier, mais il nous a mis 28 points à 12 sur 19, fait ses 10 passes décisives et s'offre un game winner sur la tête de nos athlètes. C'est un monstre. Un petit monstre, mais un monstre quand même. Waouh! Ainsi s'achève cette première journée de playoff 1995. Et dire que les favoris n'ont pas encore joué. Vivement demain! Ciao et bonne nuit!